Ciao la créative. Ça y est, les vacances d'été commencent. C'est souvent le moment où on se pose sur des projets qu'on n'a jamais le temps de faire. Et parmi ces projets, l'écriture est régulièrement dans le top 5. Ça te parle? Alors prépare-toi un bon cocktail ou mocktail, prends ton carnet préféré et un stylo, parce qu'on va parler de l'écriture dans tous ses états. Éditrice depuis 15 ans, j'ai accompagné des centaines d'auteurs. Je vais donc te confier les secrets de la publication d'un livre. J'ai eu aussi le plaisir d'interviewer des autrices de talent, de fiction et de non-fiction, qui te partageront sans filtre leur expérience. Bref, tu l'auras compris, cet été, tu écris pour prendre plaisir à créer autrement, et pourquoi pas pour réaliser le projet qui dort au fond de ton esprit ou de ton tiroir. Si tu ne veux rater aucun épisode, abonne-toi. Et si tu as aimé, tu peux mettre 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi venir échanger avec moi sur Instagram, storia.mimosa. Retrouve-moi tous les lundis à 16h pour un bel été créatif. Comment écrire? Y a-t-il des règles immuables à suivre? Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Par contre, je suis persuadée qu'on apprend toujours des plus expérimentés. Alors, j'ai remonté le temps à mon adolescence pour me replonger dans le livre Écriture de Stephen King. Est-il encore nécessaire de présenter Stephen King, le maître de l'horreur? Personnellement, je suis tombée dans la marmite quand j'avais 11 ou 12 ans à peu près. Et si mes souvenirs sont bons, ça a commencé avec le recueil de nouvelles Danse macabre. Et puis il y a eu La part des ténèbres, Running Man, Jessie. Depuis, je n'ai plus raté une seule sortie de ces livres. Et puis Stephen King, c'est quand même une 50aine de romans et environ 200 nouvelles publiées pour 350 millions de livres vendus dans le monde. Alors, même si le nombre de ventes ne fait pas le talent, je pense que nous pouvons lui faire confiance pour nous donner des conseils pertinents sur l'écriture. Et tu verras que ces conseils sont valables pour tout texte de fiction, quel que soit le genre. Son livre est vraiment riche d'informations et de réflexions. Je t'invite donc vraiment à le lire en entier. Mais pour te faire gagner un peu de temps, je vais te présenter les 10 meilleurs conseils d'écriture que j'aurai retenus. Tu verras, les 5 premiers conseils sont davantage sur la posture d'écrivain, quand les 5 derniers sont davantage sur l'écriture et la narration. Et reste bien jusqu'au bout, car il y a des pépites. Allez, c'est parti. Règle numéro 1. Tu dois prendre l'écriture au sérieux. Si tu veux te lancer dans un projet d'écriture, il ne s'agit pas de prendre ça à la légère. En fait, c'est un état d'esprit. S'il s'agit d'un hobby, c'est ok. T'as pas besoin de devoir prendre ça trop sérieusement. Mais si par contre tu veux être un écrivain, alors tu dois prendre ça sérieusement, comme un travail. Pour ça, Stephen King a son propre rythme de travail. Et il s'y tient quoi qu'il arrive. 2000 mots par jour. Et il ne sort pas de son bureau tant qu'il n'a pas écrit ces 2000 mots. Stephen King, il en a fait son métier et évidemment qu'il pouvait se tenir à ce rythme-là. Mais je crois qu'il le faisait déjà même quand il était encore enseignant. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en fait, l'important dans ces propos-là, c'est qu'il faut se fixer un objectif et ne pas le lâcher. Un objectif qui est réalisable pour toi, mais ne pas le lâcher et être hyper régulier. Comme un travail. Règle numéro 2. Ton travail n'est pas de trouver des idées. Pour Stephen King, une bonne idée est celle qui associe 2 idées qui jusqu'à présent sont sans rapport l'une avec l'autre, mais qui mises ensemble créent quelque chose de nouveau. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il considère que l'auteur n'a pas à trouver les idées, mais il doit les identifier quand elles sont présentes. En fait, avec cette idée-là, il résume très très bien le travail créatif. Il ne s'agit pas de se mettre devant sa feuille, et ça pourrait d'ailleurs sa toile, sa partition, son atelier, et de se dire « Ok, allez, aujourd'hui je trouve une idée ». Non, c'est un processus beaucoup plus subtil. L'artiste, le créatif, capte de nombreux signaux, consciemment ou pas, et il est capable de les transformer en idées. Et ensuite, c'est à toi de l'amener, cette idée, jusqu'au bout. Conseil numéro 3. Tu dois constituer ta propre boîte à outils. Alors, je vous conseille, mais vivement, d'aller lire au moins ce chapitre-là. Il faut lire tout le livre. Mais lisez au moins le chapitre sur la boîte à outils. Elle est hyper intéressante. Je vais pas pouvoir rentrer dans les détails de tout ce qu'il y a dans la boîte à outils. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que l'on a tous notre boîte à outils, mais que parfois nos outils sont un peu poussiéreux ou un peu rouillés, et qu'il faut s'en occuper et les remettre à niveau. Donc pour résumer très très brièvement, dans la boîte à outils, il y a ton vocabulaire. Tu n'as pas besoin d'aller chercher des mots compliqués pour écrire. Utilise les mots que tu utilises au quotidien. La grammaire, c'est l'élément indispensable pour construire des phrases correctement. Il ne s'agit pas de faire de la grammaire comme on en faisait à l'école, c'est-à-dire que tu vas écrire et puis tu vas repérer quels sont les verbes, les compléments, etc. Non, mais simplement d'être capable de construire une phrase correctement. Quitte à ensuite jouer avec les règles. Certains auteurs le font et le font avec un grand talent. Mais il faut avoir au moins ces règles de base. Et la plupart des personnes l'ont, puisque on parle tous les jours et que quand on parle, on utilise des mots et on fait des phrases et donc on a du vocabulaire et de la grammaire.
Et le troisième point, c'est le style, et ça c'est sans doute la chose qui se travaille le plus au fil du temps où tu vas écrire. Conseil numéro 4, tu dois lire beaucoup. Alors ça, c'est clairement la règle non négociable pour Stephen King si tu veux être écrivain. Il conseille de lire entre 4 et 6 heures par jour. Moi ça me semble énorme. Mais pour lui, c'est vraiment le temps qui est nécessaire pour pouvoir s'enrichir suffisamment par les lectures. Ce qui est amusant, c'est que ça a été écrit en 2000, il n'y avait pas encore toute cette vague des smartphones qui nous prend un temps énorme dans nos journées. Et donc, il conseille dans le livre de couper la télé, il ne parle que de la télé, mais donc du coup maintenant je vais vous dire de couper les écrans, et donc de gagner du temps pour lire plutôt que de regarder les écrans. Il conseille de lire le genre dans lequel on a envie d'écrire, ou alors d'écrire dans le genre qu'on adore lire. C'est un peu l'œuf ou la poule. Mais en tout cas, voilà, d'avoir une culture du genre dans lequel tu as envie d'écrire, mais aussi de lire d'autres genres pour en fait enrichir ta boîte à outils, enrichir ta culture littéraire. Un bien grand mot, mais voilà, peu importe les genres que tu lis, ça enrichit toujours par rapport au style, par rapport à la façon dont c'est écrit, la façon dont l'histoire est construite. Tout ça, ça va enrichir ensuite ta façon d'écrire. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il dit qu'il n'y a aucune lecture qui est inutile, puisqu'un mauvais livre va nous permettre d'apprendre ce qu'on ne veut pas faire, et un bon livre, lui, nous enseigne comment dire la vérité. Et dire la vérité, c'est vraiment un point essentiel pour Stephen King quand on est écrivain, mais ça j'y reviens un tout petit peu plus loin. Conseil numéro 5. Avoir un lieu avec une porte. Alors là, je t'entends déjà me dire, mais moi je n'ai pas du tout de lieu avec une porte dans lequel je peux m'installer pour écrire. Et oh combien je te comprends, parce que pour moi aussi, chez moi, ce serait très 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 compliqué d'avoir une pièce avec une porte dans laquelle je pourrais écrire. Mais Stephen King précise que cette pièce n'a pas besoin d'être grande, n'a pas besoin d'être bien décorée. Pour te donner un exemple très précis, alors qu'il vivait encore dans un camping-car ou un bungalow, je ne sais plus très bien, avec sa femme quand ils étaient encore jeunes, en fait il s'installait dans le placard avec sa machine à écrire sur les genoux, et c'était dans cette toute petite pièce, donc qu'il fermait, qu'il allait écrire ses nouvelles. Donc pour lui l'important en fait c'est vraiment symboliquement que tu aies un endroit que tu peux fermer, dans lequel tu vas te retrouver dans ta bulle. Lui il écrit aussi beaucoup en musique, donc ça rajoute encore au besoin de s'immerger et d'être dans sa bulle. Pour lui, en fait, c'est un moyen de s'abstraire de l'univers, et il écrit. Quand on écrit, on crée son propre univers. Et donc, comme on écrit son propre univers, il faut s'abstraire de l'univers actuel. Donc c'est pour ça que pour lui, c'est vraiment important d'avoir cette pièce dans laquelle on se coupe. Là maintenant, on arrive au conseil numéro 6, et donc on va entrer dans des conseils qui sont davantage tournés vers l'écriture. Conseil numéro 6. Commence par écrire sur ce que tu connais. Écris plutôt des textes dans le genre que tu aimes lire. Ne choisis pas un genre parce qu'il va te plaire à ton entourage, qui va te permettre de gagner plus d'argent. Écris vraiment quelque chose que toi tu aimes lire. Je te cite un passage du livre. Écrivez ce que vous avez envie d'écrire. Insufflez-y de la vie et rendez votre texte unique en y mêlant ce que vous savez de l'existence, de l'amitié, des relations humaines, du sexe, du travail. Pour Stephen King, il faut vraiment partir de ce qu'on connaît le mieux. Il parle beaucoup du travail parce qu'il dit que ça peut beaucoup inspirer. Il donne d'ailleurs l'exemple assez amusant d'un plombier qui aura envie d'écrire plein roman de science-fiction. Et il dit, pourquoi pas une histoire de plombier dans l'espace, de tirer toute une histoire sur ça. L'important en fait, c'est, on est encore dans cette histoire de vérité. C'est-à-dire qu'en écrivant sur ce qu'on connaît, on va forcément être plus sincère. Plutôt que d'aller chercher des choses extrêmement compliquées, ça ne veut pas dire qu'ensuite tu peux pas écrire sur la Première Guerre mondiale alors que tu l'as jamais connue, que peut-être même tu n'as jamais connu des personnes qui ont pu t'en parler, etc. Non, évidemment, mais tu vas toujours aller tirer des informations de ton propre vécu, de tes propres connaissances. Conseil numéro 7. Bannis définitivement les adverbes, un peu les verbes déclaratifs et la voix passive. Alors, pour Stephen King, les adverbes, ce sont vraiment les mots à éviter à tout prix dans les romans, les nouvelles, peu importe. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est souvent aussi un conseil qui revient quand on fait du copywriting ou encore de la rédaction web. On nous conseille généralement d'enlever les adverbes qui alourdissent la phrase. Pour Stephen King, évidemment, on n'est pas sur du copywriting, il considère que les adverbes sont inutiles parce que l'auteur, s'il a bien fait son travail, a mis tout un contexte autour de la phrase qui permet au lecteur de comprendre les choses sans qu'on ait besoin de lui dire.
Donc pour lui, les adverbes sont utilisés par les auteurs qui craignent de ne pas s'être exprimés avec clarté. Par exemple, on peut prendre la phrase « Il referma brutalement la porte ». En fait, autour de cette phrase, il devrait y avoir le contexte qui nous permet de savoir comment il claque la porte. Le personnage, juste avant, était extrêmement agacé, il s'est disputé avec un autre, et donc il part précipitamment et il claque brutalement la porte. Et donc on n'a pas besoin de préciser que c'est brutalement. Et il trouve que c'est encore plus flagrant avec les verbes déclaratifs. Par exemple, « Lâche-le » cria-t-elle agressivement. Et lui conseille plutôt d'écrire « Lâche-le » cria-t-elle. Parce qu'en fait, autour, il y aura tout un contexte qui nous permet de savoir si elle est agressive, si elle est inquiète, si elle est triste, et aussi, c'est pour ça que je vous parle aussi des verbes déclaratifs. Donc là, il y a cria-t-elle. Il conseille aussi très très fortement, dans la mesure du possible, d'utiliser le verbe le plus simple, qui est dire. Essayez de mettre tout un tas de synonymes de verbes déclaratifs pour essayer de, soi-disant, rythmer l'écriture. Pour Stephen King, c'est pas du tout efficace. Et le troisième point, dans ce conseil-là, c'est donc d'éviter à tout prix la voix passive. Pour Stephen King, la voix passive est trop faiblarde, trop timide, et elle est utilisée par ceux qui ont peur de ne pas être pris au sérieux. Donc il y a un exemple que je trouve hyper parlant dans le livre, c'est « Le corps fut transporté dans le salon ». Donc là, cette phrase est à la voix passive, puisque en fait ce n'est pas le corps qui fait l'action, c'est une personne qu'on ne nomme pas, qui transporte le corps dans le salon. Donc en fait, avec la voix passive, le sujet de la phrase n'est pas celui qui fait l'action. Et si par contre on transforme cette phrase en « Jane transporta le corps dans le salon », tout de suite, on rentre dans l'action. Jane, c'est le personnage et c'est elle qui fait l'action et qui transporte le corps. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Sans doute que parfois tu vas utiliser la voix passive et c'est pas une catastrophe, mais je trouve que vraiment ce conseil, il est hyper pertinent parce qu'en fait, c'est ce qui va donner le rythme au texte. Et donc, dans ces trois utilisations, donc les adverbes, les verbes déclaratifs et la voix passive, ce que Stephen King note, c'est que souvent les auteurs qui utilisent ces éléments-là, ce sont les auteurs qui ont peur. Et donc il dit, je cite, « La peur est à l'origine de la plupart des mauvais textes. » À vouloir essayer de faire quelque chose peut-être d'un peu alambiqué, parce que la voix passive, tout de suite, ça donne un effet un peu faussement littéraire, finalement, d'utiliser plein de verbes déclaratifs en se disant, voilà, comme ça, je montre vraiment que j'ai du vocabulaire, et puis la même chose avec les adverbes. Donc en fait, finalement, ça alourdit le texte, et c'est pas ce qui permet de faire ressortir ce que vous avez envie de faire ressortir. Donc ce point numéro 7, je le trouve vraiment hyper intéressant et passionnant. Conseil numéro 8, sois honnête. La vérité. On y revient, elle est en fil rouge, régulièrement je vous en parle depuis le début du podcast. Ce conseil, il apparaît un peu partout dans le livre écriture. Être honnête en utilisant les mots qui te viennent le plus naturellement, sans chercher à te forcer. Ça, c'est une part de l'honnêteté, c'est-à-dire, c'est pas forcément d'écrire comme tu parles, mais plutôt d'écrire comme ton personnage parlerait ou agirait. C'est vraiment là-dedans qu'il faut trouver l'honnêteté. Et donc ça apparaît aussi dans les descriptions, dans la construction des personnages. En fait, cette honnêteté, elle vient de ta capacité à observer les autres pour t'en resservir au moment où tu écris. Et ça va être la même chose avec les dialogues. Ah là là, les dialogues. Que ce soit dans un livre ou dans un film, je trouve que c'est vraiment la partie la plus difficile à réussir. Combien de livres et de films j'ai trouvé médiocres parce que les dialogues étaient complètement ratés. Pour Stephen King, encore une fois, ça vient de notre capacité à écouter autour de nous. Et ensuite, de le retranscrire avec honnêteté. C'est là où on se rend compte, en fait, que une des grandes forces des auteurs, même des artistes, parce que là, il y a des choses que je dis, honnêtement, qu'on peut retrouver aussi en les faisant un petit peu bouger, mais qu'on peut retrouver dans la création, quel que soit le support, c'est vraiment que l'artiste est un peu comme une éponge, mais c'est pas simplement de capter les choses, c'est en fait d'avoir la capacité ensuite de les retranscrire. Et vraiment, c'est d'arriver à faire ce travail de « je capte tout ce qui se passe autour de moi, j'en suis conscient, et parfois pas, mais quand même, il y a quelque chose de... J'ouvre les yeux et je regarde ce qui se passe, et ensuite, je suis capable de me replonger dans ma bulle et de réutiliser ce que j'ai capté. Et c'est un travail énorme, et enfin voilà, moi je trouve que c'est absolument passionnant de réfléchir d'où vient la créativité et comment est-ce qu'on la travaille, on la fait surgir. Je trouve que là, il y a déjà beaucoup de choses dans les conseils de Stephen King. Conseil numéro 9. Tout romancier a un unique lecteur idéal. Oh là là, vous allez me dire, oh non, pourquoi ça ressemble à cette histoire de client idéal, comme quand on parle d'entreprise, ouh là là, j'ai pas envie d'entendre ça. Malheureusement, c'est vrai, on écrit toujours pour quelqu'un, peu importe ce que tu écris.
tu peux écrire un mail, tu vas pas l'écrire de la même manière si tu l'écris à une collègue avec qui tu t'entends particulièrement bien, ou si tu l'écris avec ton chef, que tu vous vois peut-être, vous êtes assez froid, etc. Si tu écris, je sais pas moi, une liste de courses, sans doute que si c'est pour tes parents pendant qu'ils vont garder tes enfants, on est pendant les vacances, on sent que je suis dans cette ligne-là, tu écris une liste de courses avec les choses que ton enfant adore. Donc sans doute que tu vas donner des précisions que tu ne mettrais pas si tu écrivais la liste de courses pour toi. Les chocobéennes, tu écrirais ta liste de courses, peut-être tu mettrais simplement gâteau. Pardon pour la pub. Pour les grands-parents, tu vas mettre que c'est des chocobéennes, au chocolat, au lait ou je ne sais quoi, pour être sûr qu'ils ne se trompent pas, sinon on sait bien comment ça termine. Donc, si rien que ta liste de courses est déjà écrite pour quelqu'un, dis-toi que quand tu écris un roman ou une nouvelle, tu l'écris forcément aussi pour quelqu'un. Alors Stephen King, lui, son lecteur idéal, c'est sa femme. Mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, son lecteur idéal n'intervient pas pendant son écriture, ou de manière vraiment très ponctuelle. C'est surtout qu'elle intervient indirectement, je vais essayer de m'expliquer, au moment où Stephen King relit. Donc en fait, dans son processus d'écriture, Stephen King va donc écrire tous les jours ses 2000 mots, il va écrire son roman en entier. Une fois que c'est fini, il laisse reposer, je crois qu'il conseille autour des 6 semaines, quelque chose comme ça. Et ensuite, il va le relire. Tant qu'il n'a pas fait cette partie de relecture, le texte n'est lu par personne. Lui, quand il va faire une lecture par des gens extérieurs, il faut que déjà lui-même soit satisfait du travail qu'il va faire lire. Donc en fait, il a une phase de relecture seul. Et au moment où il va faire cette relecture, il va avoir son épouse en tête en se disant « Est-ce que cette scène-là, elle va pas commencer à s'ennuyer ? Je la coupe pas. Est-ce que cette scène va la faire rire ? Est-ce que cette scène, elle va la comprendre ?» Il est vraiment dans cette optique-là de penser à son lecteur idéal. Donc à toi de trouver ton lecteur idéal. Ça peut être toi-même, ton conjoint, ta conjointe, ta mère, ton père, ton enfant, ta meilleure amie, ton ancien prof de français peut-être. Bref, t'as compris, mais tu dois savoir pour qui tu écris. Ah oui, petit point bonus dans ce conseil numéro 9. On parlait tout à l'heure de est-ce que je coupe cette scène ou pas. Pour Stephen King, alors attention, note-le bien, la version 2 égale la version 1 moins 10%. On peut toujours couper un texte. Pour améliorer le rythme de ton texte, il te conseille très fortement de couper. Évidemment, on se dit toujours « Ah oui, mais quand même, cette scène, elle aurait pu être intéressante, etc. » Non, il y a toujours des choses qui peuvent être coupées. Encore une fois, va lire vraiment le livre, il est passionnant, mais il donne des exemples toujours hyper précis, et alors j'ai plus le roman en tête dont il parlait, mais il expliquait que justement, il y avait un roman donc il faisait relire par sa femme. Le personnage, en fait, je crois que justement, il perd sa femme, et donc en fait, Stephen King explique tout ce qu'il fait, le temps qu'il se reconstruise, et puis qu'il reprenne son travail, etc. Et en fait, sa femme dit « Mais on s'en fout complètement de savoir ce qu'il a fait. » Stephen King dit « Oui, mais bon, quand même, le lecteur, il va se dire « Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où il a perdu sa femme, et puis là, on revient, on le voit, il est en train de reprendre le travail, etc. » Et sa femme lui dit « Non, mais vraiment, en fait, on s'en fout. » Donc, il y a des passages qui vont te sembler vraiment indispensables, mais en fait, c'est peut-être pas vraiment le cas. Donc, prends le temps de réfléchir à est-ce que ça enlève quelque chose à l'intrigue? Est-ce que ça enlève quelque chose à la compréhension du personnage? Ou est-ce que si ça enlève quelque chose, ce quelque chose, tu peux pas aller le mettre ailleurs de manière un peu plus courte? Donc voilà, donc ça c'est hyper intéressant, et donc je te le redis, la version 2 égale la version 1 moins 10%. Conseil numéro 10. L'histoire vient toujours en premier. Tu dois te dire qu'elle est bien bonne celle-là. Bah évidemment que l'histoire elle vient toujours en premier. Mais pour Stephen King en fait, quand il dit ça, il y a 2 points que j'ai envie de te préciser. C'est que déjà pour lui, il ne faut pas construire d'intrigue, mais il faut vraiment partir d'une situation. Et en fait c'est cette situation qui va faire l'histoire. C'est assez intéressant parce qu'il fait un parallèle avec le fait que tu déterres un fossile. Il faut que tu te dises que tu construis ton histoire de la même manière que si tu déterres un fossile. Il faut que tu regardes ce qui se passe et que tu laisses l'histoire s'épanouir et se construire. En fait, elle existe déjà. Elle est déjà là à partir du moment où t'as eu cette idée et que t'as commencé à écrire quelque chose. Donc en fait, elle est déjà là, l'histoire. Et simplement, il faut que tu sois toujours dans cette observation pour faire avancer ton histoire. Ça vaut pour Stephen King, il y aura peut-être des auteurs qui vont te dire « Ah maintenant, il faut absolument construire une intrigue, savoir où ça commence, où ça finit, c'est quoi les étapes au milieu, etc. » Stephen King, il construit son histoire au fil de l'eau, et d'ailleurs très souvent, l'histoire ne se termine pas de la manière dont il l'avait pensée au départ. En fait, elle finit pas comme il l'avait pensé parce qu'il laisse ses personnages vivre, il laisse son histoire vivre. Il donne l'exemple de Misery, où il explique que le personnage de l'auteur, puisqu'en fait c'est un auteur qui est séquestré par une fan qui veut absolument qu'il écrive une dernière histoire avec l'héroïne qu'il avait décidé de tuer. Et donc elle le séquestre, et en fait ce personnage de l'auteur, en écrivant, Stephen King va se dire « Ouais, mais il est vachement plus malin, il a beaucoup plus de ressources que je ne le pensais au départ. »
Et la fan, il va en fait se rendre compte qu'elle est beaucoup plus complexe aussi. Elle peut être émouvante, elle peut être flippante, très flippante, mais elle est plus complexe. Et donc forcément, la fin est pas celle qu'il avait imaginée au départ. Donc évidemment, je vous raconte pas, je vous laisserai aller lire Misery, ou voir le film, qui est aussi un très très bon film. Et donc sur cette question de l'intrigue, je vais vous citer 2 phrases du livre. Une situation suffisamment forte rend toute la question de l'intrigue caduque. Et là, je vais vous donner un super tips de Stephen King pour trouver des situations. Les situations les plus intéressantes peuvent se présenter sous la forme d'une question. Et si jamais? Donc il donne un exemple. Il en donne plusieurs, mais moi je vous en donne un. Et si jamais une jeune maman et son fils tombaient en panne et restaient coincés à cause d'un chien enragé? Vous avez la référence? En tout cas, je trouve cette façon de penser l'histoire assez intéressante, de se dire « Ah bah oui, tiens, ça serait quoi l'histoire? Et si jamais ?» Et si jamais je me retrouvais coincée dans la forêt alors que je suis une petite fille et que j'ai 11 ans? C'est aussi une intrigue de Stephen King. Et un autre point important sur l'histoire, c'est que le contexte n'est pas le texte. Je vous la redis. Le contexte n'est pas le texte. Pourquoi est-ce que Stephen King dit ça? C'est que sans doute pour ton histoire, tu vas avoir besoin de faire des recherches. Et c'est très bien, mais ça ne doit pas prendre toute la place par rapport à ton histoire. Les recherches que tu fais pour ton roman, ce sont des connaissances qui doivent rester en toile de fond. Ça apporte la touche de vraisemblance nécessaire au lecteur. Mais ça n'a pas besoin d'être réaliste à tout prix. Et tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails que tu as appris pour que l'histoire ait l'air réaliste. Je sais pas si tu t'es renseigné sur les voitures de collection d'une certaine époque. T'as pas besoin de rentrer dans tous les détails de c'est quel modèle, de quelle couleur, de quelle année, combien elle coûte, nanani, nanana. Non. En fait, tu donnes 2-3 petits détails qui donnent un peu de vraisemblance, et c'est suffisant, et pour le lecteur, ce sera parfait. Et c'est donc bien pour ça que l'histoire vient toujours en premier. C'est sur cette phrase que j'avais envie de terminer cet épisode. L'histoire vient toujours en premier. Parce que je pense que dans l'écriture d'un livre, mais aussi dans la conception d'ailleurs de ton entreprise ou de ta com, l'histoire devrait toujours arriver en premier. C'est ce qui fait vibrer le lecteur. C'est ce qui fait vibrer le client. Donc pardon, je sors un peu de l'écriture, mais comme ça fait partie aussi des choses que je fais au quotidien. Mais l'histoire, c'est ce qui rend vivant, en fait. L'histoire, c'est ce qui va rendre vivant tes personnages. L'histoire, c'est ce qui va rendre vivant ta marque, c'est ce qui va rendre vivant ton produit que tu vends. Donc l'histoire vient toujours en premier. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que les 10 conseils de Stephen King vont vraiment t'inspirer et t'aider dans l'écriture de ton roman ou de ta nouvelle que tu es en train d'écrire cet été, ou que tu projettes d'écrire plus tard dans l'année. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à venir me le dire en message privé, sur Instagram ou sur LinkedIn. Je serais ravie de pouvoir échanger avec toi sur tout ça. Et si au contraire il y a des conseils que t'as pas trop compris ou avec lesquels tu es pas spécialement d'accord, et t'as le droit, Stephen King n'a pas la vérité absolue, même si pour moi c'est un dieu de l'écriture, mais tu as tout à fait droit d'être en opposition avec certains de ses conseils. Viens me le dire aussi, je serais hyper intéressée de savoir tout ça. Voilà, je te souhaite un très très bel été, toujours avec plein de créativité et plein d'histoires. La semaine prochaine, on se retrouve pour dégommer ou pas les idées reçues sur l'édition et l'écriture. Abonne-toi pour être sûr de ne pas rater cet épisode et tous les autres. Si tu as aimé cet épisode, je t'invite à mettre 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Cela me fait très plaisir et surtout, ça aide le podcast à se faire connaître pour inspirer d'autres créatifs. Et si tu t'es lancé dans ton projet d'écriture, sache qu'en septembre, j'ouvre 2 places pour un audit éditorial pendant 1h30. On échange sur ton projet, tes points de blocage et tu repars avec un plan d'action pour aller jusqu'au bout et une lecture critique d'un extrait de ton texte. Si tu veux en savoir plus, écris-moi en message privé sur Instagram, storia.mimosa ou sur LinkedIn. Toutes mes références sont en note de l'épisode. Ciao la créative!